La vie sur Terre est soumise au rythme des saisons. Au Canada, les changements saisonniers sont extrêmes. Imprévisibles. Spectaculaires. Les conditions météorologiques ont un impact considérable sur les animaux. Le printemps est l'ère du renouveau. Les paysages sortent de leur torpeur hivernale. Ils explosent de vie et de couleurs. L'été est une saison magique. Période d'abondance pour certains et de confrontation pour d'autres. En automne, les animaux font des provisions et engraissent. Pour certains, c'est la période de reproduction. L'hiver, idéal pour ceux qui apprécient le froid. C'est la période où la survie est la plus difficile. Ce voyage à travers le Canada est spectaculaire. Il est le fruit de plus de 2 ans de tournage. Cette série révèle d'innombrables histoires remarquables ou intimes qui ont lieu à travers ce pays au cours des 4 saisons. Notre périple commence au printemps, quand la vie renaît dans le Canada sauvage. « 21 mars au Canada, premier jour du printemps. Dans le nord du Québec, le paysage offre encore son visage hivernal. Ce troupeau de caribous entame une longue migration de 600 km pour rejoindre son aire de reproduction dans la toundra arctique. Les lacs et les rivières sont encore gelés, ce qui facilite la progression des herbivores. Les caribous entament ce long périple avant que les rayons du soleil ne déclenchent la fonte des neiges et des glaces. Les surfaces de neige poudreuse sont plus pénibles à franchir. Sur un sentier tracé, les caribous dépensent 3 fois moins d'énergie. Ils ont donc intérêt à suivre pas à pas le premier de la file. Bien que ce jeune d'1 an soit sevré, sa mère le laisse téter pour qu'il prenne des forces. Pour venir à bout de leur première migration, les jeunes caribous auront besoin de l'aide des adultes. Les caribous font face à divers dangers. Ici, ils sont confrontés à leur pire ennemi. Un loup solitaire suffit à déclencher une panique collective. Les caribous doivent rester dans le sentier pour avoir une chance de semer le carnivore. Ils accélèrent le pas pour augmenter leur avance.
et contraindre le loup à renoncer à les pourchasser avant qu'il ne fatigue. Le loup arrête sa course, mais le chemin est encore long pour les herbivores. Les caribous croiseront d'autres loups en chemin. Pendant les 2 mois à venir, les caribous devront marcher vers le nord en précédant la fonte des neiges. Plus au sud, la force des rayons du soleil se fait sentir. La glace, qui emprisonne les innombrables cours d'eau des forêts boréales du Canada, se met à fondre. La rivière Hay, dans les territoires du Nord-Ouest, libère soudain 3,5 millions de tonnes de glace. Plus au nord, dans la toundra arctique, le cycle printanier se poursuit. Une renarde arctique en pleine mue ne lâche pas des yeux ses renardeaux. Ils sont âgés de 4 semaines. C'est la première fois qu'ils sortent de leur tanière. Allaiter autant de jeunes à la fois est très exigeant pour la mère. Ces renardeaux sont trop petits pour les laisser sans surveillance. Le mâle est parti chasser pour lui apporter à manger. Le mâle fait enfin son retour. Il a capturé un lemming. La proie permettra à la femelle de produire du lait pour ses petits. Ces derniers réclameront bientôt leur part de viande. Les mois qui viennent seront très éprouvants pour les parents. Ils devront redoubler d'efforts pour trouver suffisamment à manger pour leur famille nombreuse. Plus au sud, les rocheuses de la province d'Alberta se dégarnissent de leur épais manteau de neige.
C'est ici que les grizzlies ont hiverné dans une cavité. Les ours n'ont pas faim quand ils émergent de leur torpeur. Leur métabolisme met quelques semaines avant de retrouver son rythme actif. Au cours des semaines qui suivent, les ours redescendent dans les vallées. Les rayons du soleil ont fait pousser la nourriture idéale pour les ursidés. La végétation est fraîche et succulente. Les ours consomment d'abord des végétaux parce qu'ils sont abondants et n'exigent aucun effort. Les jeunes pousses sont riches en glucides et en protéines. Les vallées attirent d'innombrables ours. Comme ces animaux sont de nature solitaire, la situation peut être tendue face à un congénère hargneux. Pour diminuer ce risque, les ours ont mis au point un code en se frottant à des arbres. L'ours s'approche d'un arbre utilisé par des congénères et il se frotte vigoureusement au même endroit qu'eux. Il laisse ainsi un message odoriférant qui révèle son âge, son sexe et sa force. Il va sans dire que ces séances sont extrêmement agréables. Comme bon nombre d'animaux, les arbres à feuilles caduques se sont assoupis pendant l'hiver. Stimulés par les rayons du soleil qui traversent la canopée dénuée de feuilles, les plantes, telles ce tri blanc, se dépêchent de sortir du sol. En Ontario, le tri est une des premières espèces végétales à émerger au printemps. Ensuite, la canopée fait jaillir sa cape verdoyante. Les feuilles ne poussent cependant pas au premier redout du printemps. Elles seraient anéanties si le froid faisait soudain son retour. Les arbres canadiens comptent un nombre de jours fixe, quelle que soit la température, avant de bourgeonner. Quand ils ont atteint le bon nombre, ils savent que le grand froid ne reviendra pas et ils déploient leurs feuilles au premier jour ensoleillé qui suit. Les bourgeons des différentes espèces s'ouvrent selon une hiérarchie stricte. Les espèces colonisatrices, comme le peuplier baumier, sont les premiers à s'habiller de feuilles. Ils sont suivis par l'érable à sucre, le frêne blanc et le chêne rouge d'Amérique. Dès que les arbres sont couverts de feuilles, une des premières espèces migratoires à faire son retour se met au travail. Le pic maculé. Il fait partie des ingénieurs des forêts. Le pic maculé perce des trous pour faire suinter la sève qu'il absorbe ensuite grâce à sa langue en forme de brosse.
Un pic boit 1/3 de litre de sève par jour. Les innombrables trous percés par les pics maculés offrent un banquet à quantité d'espèces. Ayant épuisé les provisions qu'il a faites l'automne précédent, cet écureuil roux est tenaillé par la faim. Il brave les piqûres des frelons pour se gaver de sève sucrée. Les assauts des insectes finissent par décourager l'écureuil. Pesant quelques grammes à peine, ce colibri à gorge rubis a volé une 30aine de jours pour rejoindre le Canada depuis le Mexique. Pour les colibris, la sève est idéale pour refaire le plein d'énergie. Ce colibri est un des plus petits oiseaux du Canada. Il n'est pas de taille à se frotter aux frelons. Dans l'ouest du pays, d'autres espèces de colibris reviennent au Canada. Les colibris raffolent du nectar. Les différentes espèces se livrent le même combat pour accéder aux meilleures fleurs. Se nourrir de nectar et de sève rend les plumes collantes. Les colibris prennent donc régulièrement des bains. Chez les colibris, seules les femelles prennent soin des oisillons. Le nid du colibri roux est fait de mousse, de lichen et de soie d'araignée. Il n'est pas plus grand qu'un coquetier. Âgés de quelques jours à peine, les oisillons ont la taille d'un haricot, ce qui ne les empêche pas d'avoir une faim de loup. Au menu, des insectes, suivis de nectar en guise de dessert. À la fin de l'été, les oisillons effectueront pour la première fois la migration de 3000 km vers le sud, où ils passeront l'hiver. Un véritable exploit pour des oiseaux aussi minuscules. Les pélicans d'Amérique, un des plus grands oiseaux du Canada, reviennent eux aussi du sud des États-Unis et du Mexique où ils ont passé l'hiver. Le début du printemps est la période où ils se reproduisent. Cette île du lac Last Mountain, au cœur de la Saskatchewan, est un lieu idéal pour nidifier. Ces pélicans ont passé l'hiver ensemble, mais aucun d'eux n'est en couple. Ils doivent faire vite pour se trouver un partenaire. Pendant la migration, les pélicans ont hérité d'un joli plumage pour la parade nuptiale. Ils arborent aussi une protubérance orange sur le bec censée faire tourner la tête de leurs congénères. Ils sont prêts à faire la cour. Une portion de l'île est réservée aux nombreux célibataires. Un mâle fraîchement arrivé fait un signe de tête qui ne laisse pas insensible une femelle. C'est bon signe.
Mieux encore, cette femelle invite un mâle pour une balade nuptiale. La parade contribue à sceller rapidement des liens pour leur union, qui ne durera qu'une seule saison. Chez les pélicans, les rendez-vous amoureux sont expéditifs. Le nid est une simple dépression à même le sol. L'œuf reposera sur un lit de brindilles. Bien que le nid soit rudimentaire, les pélicans ont la mauvaise habitude de se chipper du matériel de construction. Les mâles participent à la couvaison et au nourrissage des oisillons. Pendant que la femelle assure le premier quart de couvaison, le mâle prend son envol pour un exercice qu'il maîtrise à la perfection. La pêche. Sur la côte ouest du Canada, les rayons du soleil déclenchent un des plus grands bouleversements printaniers. Ce phénomène a lieu entièrement sous l'eau. Le kelp est une algue géante dont la croissance est une des plus rapides du monde végétal. Ces algues grandissent de 60 cm par jour. Les forêts de kelp offrent de la nourriture et un abri à d'innombrables espèces. Un mammifère en particulier est très lié à ces forêts sous-marines. Les loutres de mer avaient disparu de la région dans les années 1920. Après leur réintroduction et leur protection au début des années 1970, elles ont proliféré et leur population est désormais stable. Ce succès est le fruit du travail incessant des mamans loutres. Ce loutron a vu le jour au début du printemps, période où les loutres de mer vivent un véritable baby-boom. Très sociales, les loutres peuvent toujours compter sur une ribambelle de compagnons de jeu. Comme la mer est glaciale, les loutrons prennent rapidement froid. Pour se réchauffer, ils se reposent régulièrement sur le ventre de leur maman. Les femelles passent beaucoup de temps à entretenir la fourrure de leurs petits pour préserver leur pouvoir isolant. Les loutres de mer sont les seuls mammifères marins qui ne disposent pas d'une épaisse couche de graisse pour les protéger du froid. Pour que la fourrure soit efficace, elles doivent en permanence la débarrasser de l'eau qu'elle absorbe. Elles soufflent ensuite de l'air dans la fourrure pour créer une couche isolante. Malgré leur épaisse fourrure, les loutres de mer doivent manger 3 fois plus qu'un animal terrestre de taille équivalente pour maintenir leur température corporelle dans les eaux glacées. Cette maman profite du somme de son petit pour plonger en quête d'un repas.
Elle ne laissera pas son loutron seul bien longtemps. Elle choisit minutieusement sa nourriture. Quand elle émerge, son loutron dort encore. Les goûts culinaires des loutres varient d'un individu à l'autre. Cela leur permet de vivre nombreuses au même endroit sans épuiser un aliment en particulier. Le loutron adoptera le même régime alimentaire que sa maman. En plongée, les loutres peuvent stocker de la nourriture dans un repli de peau sous les aisselles. Elles sont ainsi à même de ramener plus de provisions à la surface. Les loutres brisent les coquilles avec les dents, mais certaines sont trop dures. La loutre a remonté une pierre dans une aisselle et l'utilise pour fracasser la coquille. Même une bouteille de bière peut servir d'enclume. La coquille ne résiste pas au coup. Les mâles, eux, ne participent pas à l'éducation des petits. Ils disposent ainsi de plus de temps pour pêcher. Celui-ci chasse un très gros butin. Ici, le fond marin est riche en panopes du Pacifique, le plus grand mollusque qui vit enfoui dans le sable. Le panope s'enterre jusqu'à 1 mètre de profondeur. Creuser dans l'eau n'est pas une mince affaire. Le mâle devra refaire surface une dizaine de fois pour respirer avant d'extraire le délicieux mollusque. Du sable glisse dans le trou pendant qu'il creuse. Et la couche d'air dans son pelage le tire vers la surface. Il le tient enfin. 2 kilos de protéines. Il devra en consommer 3 autres aujourd'hui pour maintenir sa température corporelle dans les eaux glaciales. Dans l'est du Canada, au Nouveau-Brunswick, la forêt accueille de nouveaux arrivants. Pour eux, le printemps est une période d'apprentissage. Quelques jours après être sortis de la tanière où ils sont nés, ces oursons noirs s'entraînent déjà à escalader des arbres. Les jeunes sont éblouis par les fleurs, les plantes et la multitude d'odeurs qu'ils découvrent. Les meilleurs sites de nourriture attirent d'autres ours. Dont cette maman, avec des oursons bien plus âgés. Le printemps est synonyme de bouleversement pour les oursons âgés d'1 an. Ils mènent une vie insouciante, en jouant à se battre pour parfaire leur technique. Mais leur vie change de façon brutale, car leur mère a décidé de couper les liens avec eux.
La mer semble impitoyable. Mais si elle ne chassait pas ces oursons, il resterait toujours avec elle. C'est la saison des amours. Et la femelle part en quête d'un mâle. Dans la toundra, les renards d'eau polaire ont bien grandi. Les heures passées à jouer ensemble ont développé leur coordination. Les proies n'étaient pas nombreuses, mais la famille renard va connaître une période d'abondance. Ils attendent des oiseaux migrateurs qui reviennent au Canada à la fin du printemps. Les oies des neiges. Les oies sont partis du sud de l'Amérique du Nord pour venir se reproduire dans la contrée. Bientôt, comme le soleil ne se couchera plus, la nourriture ne manquera pas. Les oies seront des millions à se reproduire dans la région. Les oies des neiges forment des couples fidèles jusqu'à la mort d'un des partenaires. Leur espérance de vie est de 16 ans. Cela fait longtemps que ce couple utilise ce nid pour élever ses oisons. La femelle pond de 3 à 5 œufs qu'elle incube pendant 3 semaines. Les parents ne quittent pas le nid jusqu'à l'éclosion des petits. Les caribous aiment brouter ici. Grâce aux excréments des oies, la végétation est dense et luxuriante. Pendant que la femelle couve les œufs, le mâle monte la garde. Un renard s'approche des oies pour tenter de voler un œuf. La posture et les cris agressifs du mâle suffisent à décourager l'assaillant. Mais il y a beaucoup de nids. Toutes les oies ne sont pas aussi courageuses pour affronter un carnivore, aussi petit soit-il. Cette colonie d'oies des neiges produira près de 2 millions d'œufs. C'est donc une époque idéale pour faire des provisions. Le renard enterre la plupart des œufs qu'il subtilise. Il viendra les récupérer lorsque les oies seront parties. Chaque renard s'accapare jusqu'à 3000 œufs pendant la saison de reproduction des oies. Trois semaines après la ponte, ce couple est sur le point de voir éclore les œufs. Les petites oies, appelées oisons, ont l'air bien vulnérables. Mais 24 heures plus tard, elles explosent de vie et suivent leurs parents vers l'eau. Une fois que les oisons atteignent l'eau, ils ont de meilleures chances de survivre. Pour les renards, l'éclosion des oies est synonyme de nouvelles proies.
La femelle et le mâle se relaient pour chasser et rapporter à manger pour les renardeaux. Les jeunes renards commencent à consommer de la viande après l'éclosion des petites oies. C'est une des rares périodes où la toundra offre autant de nourriture. Les oies des neiges semblent à la merci des renards, mais les petits prédateurs sont si peu nombreux qu'ils ne menacent pas la survie de cette colonie comptant 1 million d'individus. La famille renard survit dans cette contrée inhospitalière grâce à l'abondance qui jaillit chaque printemps devant leur terrier. Les îles de la côte pacifique du Canada sont le territoire d'un carnivore rarissime qui vit uniquement dans la région. Le loup de Vancouver. Cette espèce vit en groupe familial. Ces jeunes louves sont des sœurs âgées de moins de 2 ans. De récentes analyses d'ADN ont démontré que les loups de Vancouver se distinguent génétiquement de leurs cousins continentaux dont ils se sont séparés il y a plusieurs millénaires. Les loups de Vancouver sont parfaitement adaptés à leur environnement au bord du Pacifique. Ils sont capables de nager une dizaine de kilomètres pour passer d'une île à l'autre. Il se secoue vigoureusement pour débarrasser son pelage de l'eau salée. Les loups de Vancouver dénichent toutes sortes de proies quand la mer se retire. Au printemps, les marées appelées équinoxiales sont les plus grandes de l'année. À marée basse, l'estran, la zone recouverte à marée haute, est particulièrement étendue. Les deux sœurs se mettent en quête de proies que la mer a laissées derrière elles. Celle-ci a trouvé une blennie, un petit poisson très agile. C'est juste une bouchée pour la louve. Pour apaiser sa faim, elle devra en dévorer une dizaine d'autres. Il arrive qu'une proie se défende en mordant ou en pinçant. Les loups préfèrent les prises plus volumineuses. Comme la population de loutres est en constante augmentation, les loups ont mis l'espèce à leur menu. La louve n'a aucune chance de capturer une loutre dans l'eau. Mais une tempête offre parfois l'occasion de les surprendre. Au printemps, le jet stream donne naissance à des vents puissants qui poussent de grosses vagues vers les côtes. Les loutres se retiennent aux algues géantes pour ne pas être emportées contre les rochers. Mais il arrive qu'une loutre fatigue et aille se reposer sur la berge en attendant une accalmie. La louve profite de l'inattention de la loutre pour se diriger en douce vers la berge. Elle doit
s'approcher suffisamment près de la loutre pour espérer la surprendre avant qu'elle ne plonge. La louve a réussi son coup. C'est la première fois que ce type de prédation est filmé. Il y a suffisamment à manger pour deux. Sa sœur s'approche pour réclamer sa part du butin. La chasse des loutres par les loups est un phénomène récent en Colombie-Britannique. Il est probable que les loups chassaient les loutres avant leur extinction dans la région. La réapparition des loutres de mer aurait simplement réactivé une prédation ancestrale. Le printemps est une excellente saison pour ces deux sœurs. L'été qui s'annonce apportera des changements et de nouveaux défis incroyables pour toute la faune du Canada.